GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast où aujourd'hui j'accueille l'artiste Baptiste. Comment tu vas? Très bien, tout va bien, nickel. Super. En plus, t'es un holder de clones. Du coup, c'est peut-être ça qui m'a tapé dans l'œil et je t'ai choisi de manière subjective. Et ouais, Car ouais, on a des choses à se raconter, je crois, sur Artefact, sur Clonix, comment on a réussi à en avoir un. c'est ça. Et pour ceux qui découvriraient les épisodes ou le podcast plus récemment, le podcast s'appelle le Clonecast. Parce que du coup, c'est un des premiers NFT que j'ai pu acquérir et c'est un petit clin d'œil à la collection rachetée par Nike. On y viendra peut-être dans un second temps. Et est-ce que du coup, tu peux, dans un premier temps, te présenter, nous dire un petit peu comment tu as découvert la crypto, les NFT, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Yes, carrément. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content d'être là et puis je suis fier aussi d'être le premier artiste invité sur ta chaîne, parce que je crois qu'il n'y en a pas encore eu beaucoup. Et Tout à j'espère que je suis fait. le premier d'une longue liste. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Baptiste, j'ai une trentaine d'années, j'habite à Paris et je suis un artiste, on pourrait dire multidisciplinaire, même si j'aime pas trop ce terme un peu fourre-tout, parce que je travaille sur différents médiums en fait. Je fais de l'art digital, de l'art plastique, même si j'aime pas trop ce terme non plus, et du street art, avec une grosse inspiration en fait crypto et blockchain dans mes œuvres. Donc en fait, pour résumer, on pourrait dire que je fais du crypto art. Le crypto art, pour ceux qui nous écoutent mais qui savent pas trop ce que ça représente, en fait, c'est tout art qui a un lien avec l'univers blockchain et crypto, mais peu importe le médium. Ça peut être un NFT ou ne pas être un NFT en fait. Donc typiquement, un collage de street art, même s'il n'y a pas de technologie NFT derrière, peut être considéré comme du crypto art. Et je pourrais parler un petit peu plus tard, peut-être, enfin faire un focus sur deux ou trois-unes de mes œuvres pour que les auditeurs comprennent exactement ce que je fais. Et donc, pour raconter comment je suis arrivé dans le Web3 et les NFT, il faut aussi que je passe un petit peu avant par mon parcours artistique et comment je me retrouve aujourd'hui à sortir à 5 heures du mat la nuit dans Paris pour faire du street art. Parce qu'en fait, mon statut d'artiste aujourd'hui et mon arrivée dans le Web3, tu vas voir, c'est étroitement lié. Ok. Et Euh, c'est ta profession à plein temps? non, 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 donc j'ai ok. un autre emploi dans le Web3. Ok, Et c'est pour ça, tu vas voir, enfin, je vais te raconter comment je suis arrivé ça là-dedans, marche. mais ça se combine. En fait, ça s'est plutôt assez bien combiné. Mais du coup, moi, de base, je viens d'une famille quand même d'artistes et de dessinateurs. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. J'avais un grand-père dessinateur industriel qui faisait de la sculpture, de la poterie, du dessin. Donc, j'étais immergé là-dedans. Mon père qui faisait des tableaux, de la peinture sur toile chez moi. Mes sœurs qui faisaient de la danse, du chant. Enfin, bref, on faisait de la musique, etc. Donc, toute ma jeunesse, mon adolescence, en fait, j'ai pris des cours de dessin. J'étais baigné là-dedans. Mais j'avais une approche qui était beaucoup plus classique, évidemment, c'est-à-dire faire des aquarelles, de la nature morte, du dessin au fusain, des fresques aussi. Donc voilà. Et au moment de mes études, en fait, j'ai complètement laissé tomber le dessin parce que j'avais plus le temps. Je dessinais de temps en temps, mais c'est tout quoi. En fait, j'avais pas de matos, c'est pas pratique. Tu vas pas te trimballer avec ta caisse, avec tes aquarelles, etc. Donc à ce moment-là, je faisais même plutôt de la création vidéo en fait. Avec les copains, on avait un Canon 5D à l'époque, je me souviens. Et du coup, on faisait plutôt des vidéos. Et à ce moment-là, pendant mes études, j'ai commencé à acheter un peu de crypto. Donc là, on doit être autour de 2018, donc fin de mes études. Euh, Parce qu'en fait, j'ai été intéressé par la technologie. Alors, j'avais dû acheter genre 500 euros sur Binance et c'est tout, quoi. Mais en fait, au début, ma question, c'était, mais comment, en fait, j'avais entendu parler du Bitcoin, etc. Je me demandais, mais comment t'arrives à en posséder, quoi. Et je comprenais pas trop comment tu pourrais détenir une monnaie comme ça, digitale, numérique. Donc c'était vraiment plus de comment est-ce que j'arrive à en acquérir, alors qu'en fait c'est complètement, enfin, c'est tout bête quoi. Tu prends ta carte bancaire et c'est comme acheter une baguette de pain quoi. Finalement c'est aussi rapide. Mais bon bref, du coup c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, Mais le but, c'était ouais, plutôt l'aspect technologique qui t'intéressait ou le côté aussi investissement non c'était plutôt enfin j'étais très curieux. J'avais des copains qui m'en avaient parlé un petit peu, mais ils me disaient c'est super dangereux, etc.
Euh, mais du coup, là, c'était vraiment genre, comment est-ce que c'est quoi le cheminement pour arriver à en avoir, en fait? Parce que je Ok, pensais que ça allait être un truc un peu compliqué, etc. Mais en fait, bon, pas du tout, quoi. Même si à l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'ai ça, mais je l'ai sur un échange, j'y touche pas et je vais pas plus loin, quoi. Donc, tout ce qui était notion de, je sais pas, échange versus self-custody, tout ça, c'était pas des trucs qui m'intéressaient à ce moment-là aussi parce que j'étais très focus dans les études. Et donc là, je te fais une grosse ellipse temporelle, mais en gros, je finis mes études, etc. J'arrive dans la vie active. Et en fait, moi, j'arrive chez Ledger en 2020, suite ok. à des rencontres pro, perso, etc. Donc j'imagine que tous ceux qui nous écoutent connaissent Ledger, mais si jamais il y en a qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est une licorne française qui fait des portefeuilles physiques pour sécuriser de la crypto. Parce que quand tu as de la crypto, tu as besoin de sécuriser les clés d'accès à ta crypto, et donc Ledger est une des solutions parmi tant d'autres qui permet de faire ça. Et en fait, moi j'arrive donc chez Ledger en 2020, et j'arrive vraiment au bon moment parce que très vite, en fait, 2021, 2022, bah, c'est le bull run, c'est la folie, c'est la hype des NFT. Donc au bureau, à ce moment-là, je te raconte pas, c'était vraiment la folie, quoi. Les matins, entre collègues, on se parlait de plein de trucs de crypto qui étaient lancés, qui avaient émergé, qui avaient grimpé dans la nuit. Je me souviens à l'époque, t'en avais qui faisaient du all-in sur du Cardano, du Polkadot. Enfin bon, c'était assez rock'n'roll. Et à ce moment-là, je vois autour de moi, en fait, des artistes qui émergent, qui cartonnent, en fait, en vendant leur œuvre digitale et les NFT. Et là, je me dis, en fait, moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer. J'ai fait ça pendant longtemps dans ma jeunesse. Et je bosse aussi, en fait, dans ce milieu Web3 que je connais bien. En fait, je connais bien la techno, je sais me servir d'un wallet, je sais éviter les scams, je sais déployer un smart contract, etc. Donc, je me dis, bah, en fait, c'est au croisement à la fois d'une passion et de mon job actuel. Donc, en fait, c'est pour moi, quoi. Donc, let's go. Donc, j'ai acheté un iPad Pro, je me suis mis à faire du dessin digital. Donc, il est bien plus pratique que sur une toile ou du papier parce que bon, bah, l'iPad, tu peux l'emporter partout avec toi, évidemment. Puis tu peux aussi regarder des séries dessus, ce que ne permet pas une toile. Donc, ça a ses avantages. Et Et du coup, sans forcément rentrer dans le détail, ton travail n'est pas forcément artistique en fait à la base. L'art non, est resté une passion en fait et t'as ouais. conjugué un petit peu les deux. Exactement, Ok. exactement. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu vraiment ce croisement parfait entre ma vie pro d'un côté et mon travail d'artiste à côté, au moment où les NFT arrivent et émergent, quoi. Donc, pour te dire, tu vois, au boulot, je devais passer du temps sur des sujets qui étaient en fait reliés à mon travail artistique, quoi. Par exemple, je voyageais, tu vois, pour aller à des conférences NFT. Donc, par exemple, NFT NYC pour le boulot, tu vois, parce que avec Ledger, on présentait des choses là-bas. Je faisais souvent des workshops, j'animais des sessions de workshops, etc. Et en même temps, moi, ça me servait pour ma carrière d'artiste. Parce que, par exemple, quand je suis allé à New York, là-bas, j'ai rencontré des collectionneurs de mes œuvres, tu vois, que j'avais jamais vu en vrai, avec qui j'avais parlé, tu vois, sur Twitter, mais je les avais jamais rencontrés. Et du Ah, coup, il y c'est avait, incroyable comme les planètes sont alignées, quoi. ouais, ouais, c'est vrai que, bon, après, c'est aussi de la volonté, tu vois, j'aurais très bien pu me Ouais, bien dire, bon, sûr, ouais. les NFC, c'est cool, mais voilà, je reste comme ça, quoi. Et du coup, ça s'entremêlait. Alors, je dis pas que je faisais mal mon travail, hein, mais c'est juste que je travaillais à fond pour Ledger, et en plus de ça, ça avait la chance de nourrir un petit peu, tu vois, toute ma démarche artistique et mes relations artistiques, quoi, puisque c'est quand même très important, euh, le relationnel dans le monde artistique. Donc, ça m'a aussi bien servi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, chez Ledger, j'étais aussi avec des passionnés de NFT et des gros collectionneurs d'art digital que tu connais sûrement. Donc, pour en citer quelques-uns, tu vois, il y avait Gaspard Broustine, qui est sûrement un des plus gros collectionneurs d'art digital français. Et c'était littéralement un collègue, quoi. Je travaillais sur des sujets avec lui, sur Ledger Live, l'application de Ledger, etc. Il y avait aussi Mossen, il y avait Jean-Michel Payon, qui est un OG, un collectionneur OG. Il y avait aussi un artiste qui s'appelle Patrice. Et en fait, eux, ils m'ont soutenu en achetant mes premières œuvres. Donc j'ai eu de la chance parce que, en gros, j'avais des gros collectionneurs dès le début de renom, quoi, qui m'ont soutenu, qui m'ont collectionné. Et ils m'ont aussi donné des conseils, en fait, d'un point de vue de collectionneur. Et ça, c'était assez utile pour moi parce qu'au début, euh, tu vois, j'avais pas tous les bons réflexes. Donc, ça m'arrivait d'aller les voir et leur dire, bon, bah, écoute, voilà, j'ai fait une œuvre digitale que j'aime bien, etc. Tu penses que c'est quoi la meilleure chaîne sur laquelle je devrais minter le NFT? Est-ce que ça a du sens pour toi que ce soit plutôt un one-one, donc c'est-à-dire faire une seule édition ou bien un truc en open édition, etc. Et du coup, ça m'a aussi aidé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à créer, à vendre des NFT. Et Et les ouais, collectionneurs, pardon, je te coupe, ouais, vas-y, vas-y. que tu vas voir par exemple et qui achètent des œuvres donc d'un artiste, on va dire naissant.
Leur démarche, c'est quoi? C'est de miser un peu sur l'avenir de l'artiste, c'est de soutenir le développement des artistes naissants. C'est quoi l'idée un petit peu derrière? Ouais, bah moi je pense qu'à cette époque-là, pour moi, c'était plutôt me soutenir dans ma démarche, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, les personnes dont j'ai parlé, tu vois, c'est vraiment, c'est pas du tout des gens qui vont spéculer. C'est vraiment des amoureux de l'art digital, quoi. Donc à Hmm. ce moment-là, l'idée, c'était vraiment pas de spéculer ou quoi. Et c'est des mecs, en fait, qui, quand ils collectionnent, en fait, ils réfléchissent vraiment à construire une collection, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des mecs juste qui accumulent des œuvres comme ça, tu vois, ils réfléchissent à ce qu'ils veulent avoir. Ils font de la curation, quoi. Et à ce moment-là, moi, parce que comme je disais, tu vois, la crypto, NFT, enfin, ça a été la blockchain, une grosse source d'inspiration pour mes œuvres. Et donc, du coup, en plus, moi, à ce moment-là, mes œuvres digitales et mes NFT étaient souvent inspirées de Ledger, par exemple, parce que, bon, évidemment, ce que tu vis au quotidien, comme eux, ils vivaient, tu vois, enfin, ils vivaient pour Ledger, ils travaillaient pour Ledger, etc. C'était aussi un clin d'œil assez sympa pour eux de collectionner une œuvre où il y avait une présence Ledger dedans, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis ça, c'est que souvent, tu vois, je jouais avec les nanos, les Ledger Nano, etc., que j'inclus dans des œuvres. Ok. Mais du coup, ouais, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à vendre des NFT, à les créer. Et en fait, pour moi, et comme plein d'autres artistes à ce moment-là, les NFT, ça a vraiment été fou parce que ça permettait de vendre ses œuvres à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, sans intermédiaire, sans avoir besoin d'être représenté par une galerie, etc. Et sans les NFT, je serais encore en train de créer dans ma chambre sans aucune visibilité, tu vois, juste pour moi, quoi. Et c'est un peu pareil, faire un peu le parallèle avec tous les YouTube. Un mec comme MrV serait encore à Grenoble en train de faire des vidéos seul dans sa chambre, sans public, quoi. Et c'est pareil pour tous les mecs qui ont fait des NFT à ce moment-là, quoi. Et juste pour finir là-dessus, en fait, après m'être lancé dans les NFT, j'ai rajouté une corde à mon arc avec le street art. Puisqu'en fait, j'ai toujours aimé l'art urbain, le street art. C'est un peu le premier des arts, hein. C'est le graffiti, écrire sur les murs. C'est la première forme d'expression qui existe depuis la préhistoire, hein. Les hommes préhistoriques, dans les grottes, ils faisaient déjà du pochoir. Tu vois, ils mettaient leurs mains sur le mur et puis ils soufflaient des pigments et ça faisait de l'art. Alors, pas urbain, c'est du grotte art, je sais pas comment on s'appelle ça, mais ouais, enfin voilà quoi, des peintures rupestres. Et il y a aussi le côté un peu vandale, adrénaline, tu vois, un peu un jeu du chat à la souris de pas se faire attraper, qui est assez attirant dans le street art. Et puis c'est accessible à tous aussi. C'est une manière de se réapproprier la rue, qui est un espace public et qui est en fait un peu à tout le monde, même si on a tendance à l'oublier. Et du coup, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, passer des NFT au street art, pour moi, ça a été assez naturel. Parce qu'en réalité, en fait, quand ils pensent, la blockchain et le street art, c'est des philosophies qui sont assez similaires. Genre, il y a un côté assez subversif. Genre, les NFT, ça bouleverse les codes de la création et du marché de l'art aujourd'hui, comme le street art l'a fait dans les années 80 avant que ça soit bien établi. À l'époque, le street art, c'était pas du tout pris au sérieux. On pensait que ça intéresserait jamais des galeries ou des collectionneurs. Et maintenant, tu as des Banksy que tous les collectionneurs d'art contemporain s'arrachent, quoi. Et c'est pareil Mhm. pour les NFT qui sont aujourd'hui exposés dans des grandes institutions. Alors qu'au début, tout le monde se méfiait de ce que c'était. Et je dirais le deuxième aspect aussi qui rapproche les NFT et le street art, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que le street art, c'est tu fais de l'art directement accessible au public. Il n'y a pas de galerie, il n'y a pas d'intermédiaire. Et la blockchain et la NFT, c'est pareil. Donc, euh, donc du coup, la transition s'est fait assez rapidement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des créations digitales que j'ai imprimées et que j'allais coller dans la rue à 5 heures du mat pour être tranquille, quoi. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de mixer un peu le street art et la technologie, ou alors faire du street art avec un lien, enfin, une référence à l'univers crypto, quoi. Et c'est un peu ma marque de fabrique aujourd'hui, je dirais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en contact, toi et moi. C'est suite à on pourra en parler plus tard, mais une œuvre que j'ai faite dans la rue il y a quelques jours. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vends des œuvres digitales sous forme de NFT, mais je vends aussi des œuvres en galerie, des œuvres physiques. Voilà. Mais je pourrais aller un peu plus en détail sur mes œuvres plus tard dans le podcast pour que les gens visualisent un petit peu ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, ça me fait penser, parce que tu parlais des Clonix au début, j'ai fait une œuvre de street art qui devrait te plaire d'ailleurs, parce que c'était inspiré des Clonix, dont nous sommes tous les deux des collectionneurs, puisque
puisque j'ai aussi un Clonix, c'est ma PFP sur Twitter. Voilà, voilà pour finir cette longue introduction sur moi. Non, mais super intéressant et structuré et clair, donc c'est top. Et en plus, je regardais en même temps, j'étais en train de récupérer la miniature, enfin ta PFP pour faire la miniature, et du coup, pour rebondir sur les Clonix, toi, tu t'as minté ton Clonix. Ouais, en fait, j'ai acheté un Vial. Ouais. Et ensuite, je l'ai minté, puisque en fait, au moment où ils ont lancé donc le Clonix, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait c'était un système de Dutch auction, je crois, pour avoir des vials, et ça a été un fiasco. Et du coup, bah, j'ai attendu un peu, et après, en fait, j'ai juste acheté un vial, Oui, ils et sont j'ai repris à deux reprises, je crois. Ouais, exactement, c'est ça. Et Ouais. puis il y a eu un scandale parce qu'en fait, les vials après étaient revendus donc sur le marché secondaire sur OpenSea à des prix qui étaient inférieurs, je crois, à ce que des mecs avaient au prix auquel des mecs l'avaient acheté en auction au moment du lancement. Mais donc du coup, ouais, non, j'ai bien fait le reveal de mon Clonix et j'ai eu de la chance parce que honnêtement, il a quand même un sacré look. Donc j'ai Je crois même que la casquette, pas. je l'ai jamais vue, je crois. Ouais, si, t'en as Je sais pas pas. mal qui l'ont. Il y en a Ah plein ouais? qui l'ont. Je- Mais ouais, le petit perfecto là. Il y en a pas mal qui me disaient, on dirait que c'est un mec de Gorillaz, un peu, un personnage de Gorillaz avec son look. Et non, il a un sacré look et j'ai eu de la chance. Ouais. Et encore une fois, Artefact, en fait, c'est pareil, c'est lié à Ledger, en fait. Alors, j'avais déjà entendu parler d'Artefact avec bah, les sneakers, hein. Notamment, je crois Hmm. qu'à l'époque, c'était ça paraît un peu bête, hein, mais les sneakers pigeons, là, la collab avec l'agence new-yorkaise Jeff Staple, qui est une agence de design de New York. Et j'avais fait une collab avec eux. Et à l'époque, on se disait, ouais, c'est fou, quoi. C'est des sneakers, mais en digital, quoi. Puis après, il y avait eu la collab aussi avec Feocious, qui est lui un artiste NFT. Et c'était une sticker digitale que tu pouvais forger. Ça, c'est pareil. À l'époque, je trouvais ça incroyable, quoi, de se dire que tu avais un NFT, un objet digital, et puis en fait, tu le forgeais, et le truc, il arrivait chez toi par la poste, quoi. Donc ça, c'était très cool. Et du coup, au moment où je m'y intéresse à Artefact avec ces projets-là, euh, en 2021, 2022, bah, en fait, ils sont en train d'annoncer la collection Clonix, qui est le vrai premier projet communautaire lancé par Artefact. Et bon, du coup, bah, avec les collègues, on se montait un peu la tête dessus, quoi. Genre, ah, ça va être super, etc. Voilà. Et du coup, bah, j'achète le Vial et après, j'imite le Clonix. Et voilà. Puis après, j'ai quand même suivi, hein, je ne me suis pas arrêté au Clonix. Avec évidemment bah, les pods, les monolithes, dont un dernier dont on sait toujours pas ce que ça va être, là, les eggs, etc. Mais c'est vrai que, bah, un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'avec le temps, l'hype des NFT qui est un peu passé, bah, c'est vrai que avant j'étais vraiment à fond, j'étais sur Discord et tout, maintenant c'est un peu, l'excitation est un peu retombée, je dirais, quoi. Mais je garde mon Clonix parce que je trouve qu'il a une bonne tête, quoi. Et puis, euh, et puis on verra ce qui se passe avec Nike aussi, en espérant que ça fera peut-être bouger les choses. Euh, Si Nike s'en sépare, on verra. Ça lancera peut-être une nouvelle dynamique ou pas, quoi. Voilà. Parce que le Mint a eu lieu, ça fait 3 ans du coup, fin d'année. Parce que je crois que le rachat c'était décembre 2021 ou 2022, j'ai un doute. Ce Ouais, Nike avait racheté juste après enfin pas très longtemps après le Mint, je crois. ouais, exact, exact, exact. Ouais, ouais. Bon, c'est pas très, très grave. Et du coup, pour rebondir sur le fait de forger des NFT, toi, j'ai l'impression que tu as eu un suite de chez Ben, Artefact. Est-ce que tu avais commandé les paires de baskets aussi, qui sont peut-être les produits les plus mis en avant aujourd'hui non, je me suis pour arrêté ce... au suite à 600 euros. Non, non, je sais pas, en vrai, je dis ça comme ça, mais je sais plus combien c'était en Ether à l'époque, mais je pense que le suite, ça va être le suite le plus cher que j'ai jamais acheté. Non, je trouvais ça cool parce que le suite, donc il y avait tout aussi un jeu avec des QR codes dessus qui permettait de programmer en fait une animation digitale en réalité augmentée au-dessus du suite. Donc c'était plus pour l'innovation en fait que je l'ai acheté. Et non, je t'avoue que les chaussures, non, j'en ai pas, j'ai pas pris de Air Force. J'ai pas pris de Air Force. Ok. Parce que ouais, au moment où ils ont lancé les chaussures assez récemment, la hype était un peu déjà descendue. Et puis, finalement, c'est pas non plus trop mon style vestimentaire, tu vois. Ce qu'ils ont fait. En fait, c'est un truc qui est très degen gamer, tu vois. Hmm. Alors, j'aime les jeux vidéo, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas trop.
pas non plus trop mon style et je voulais pas en acheter comme pas mal de gens ont fait, c'est en acheter plein pour essayer de les revendre derrière, quoi. Donc c'est pas trop mon délire. Ouais, puis t'avais la. Moi, c'est un peu pareil que toi, et puis il y avait l'attente aussi qui était un peu embêtante. Je crois qu'il y avait plus d'un an d'attente, et Hmm, ça nécessitait bah, aussi de bloquer, même dans un esprit de revente, je sais plus combien c'était, mais 0,1, 0,2 Ether, hmm. sachant qu'on savait pas trop, on était un peu aux portes du bull run à l'époque, du moins c'était les prévisions, donc bon, Ouais, faut ouais, faire des non, choix, on peut pas tout faire. faut faire des choix. Et puis autre truc, c'est que bah truc tout bête, hein, mais moi j'aime bien pouvoir essayer les trucs que j'achète. Donc bon voilà, Ouais, là c'était pas possible. c'est pas possible. Donc voilà. Ok, super. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais juste avant cette petite parenthèse artefacts, et notamment l'œuvre qui est pinée sur ton Twitter, tous les liens sont en description pour ceux qui Ouais. veulent avoir l'image au-delà du son. Du coup, tu lis une œuvre de street art Mhm. que tu connectes et pour en faire, enfin, amener un aspect digital à celle-ci. Ouais, exactement. En fait, à chaque fois que je fais enfin, mon processus créatif, à chaque fois, c'est bah tu commences par une idée, qu'est-ce qui est lié à un questionnement, une actualité. Donc là, je me disais, est-ce que le Bitcoin n'est pas en train de devenir une religion? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris parce que j'aime bien quand même la même culture, etc. Donc j'ai pris un mème internet qui est le pape François qui est en train de bénir une hostie. Et je l'ai remplacé par un Bitcoin. Donc ça, j'ai fait un travail donc, de digital de dessin. Donc j'ai donné un côté fait comme si c'était à la bombe de peinture. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé et je l'ai mis dans la rue. Mais avant ça, en fait, j'ai bossé avec les mecs de POAP. Donc je sais pas si tout le monde connaît POAP, mais c'est le Proof of Attendance Protocol. En fait, ça te donne des badges dès que tu passes à un endroit, que tu participes à un event, une conférence, etc. Et qui est un peu une preuve de ton passage, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça avec du street art, sachant que tu as des concepts qui existent un petit peu aujourd'hui. Il y a des apps, il y a l'app notamment de Invader. Donc Invader, c'est un street artiste très connu qui colle des mosaïques d'Invader, qui est un jeu vidéo auquel il jouait quand il était petit, partout dans le monde, hein. Il y en a même une dans la station spatiale, il y a même une œuvre qui est sous la mer. Et il a une app où les mecs peuvent scanner partout dans le monde les invaders et ça leur donne des points. Et en fait, en partant de ce principe, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un truc un petit peu similaire, ou en tout cas faire un proof of concept, mais avec de la blockchain, quoi. Parce que son truc, c'est juste lié à une app classique, quoi, de tel. Et du coup, avec les gars de PoApp, je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais bien faire ça. Eux, ça les intéressait beaucoup parce que ça leur fait aussi un cas d'usage, quoi. Ils peuvent montrer à leurs partenaires, aux marques avec lesquelles ils bossent, qu'ils peuvent aussi faire des trucs liés au milieu artistique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des tags NFC que POAP m'a passé gentiment derrière les œuvres de street art que je suis allé mettre dans la rue. Ce qui fait que n'importe qui passait à côté de l'œuvre pouvait poser son téléphone et c'est hyper simple. T'as pas obligé de connecter un wallet, rien du tout. Tu poses juste ton téléphone et c'est du NFC, donc c'est comme du paiement sans contact. Tu poses juste ton téléphone et ça va t'envoyer une notification. Tu cliques dessus et là, ça te dit, bon ben voilà, tu as trouvé cette œuvre dans la rue, bravo. Ben, collecte ton souvenir digital en rentrant juste ton adresse, une adresse Ethereum. Donc tu mets ton ENS et encore une fois, pas obligé de connecter un wallet. Ou alors tu rentres une adresse email et tu collectes l'œuvre digitale. Et après, ce que je me suis dit, c'est que c'était un peu dommage de juste dire aux gens, bah, viens collecter, mais derrière, il se passe rien. Donc, ce que je fais, c'est que tous les gens qui auront collecté le POAP, le, le collectible, quoi, bah, vu que c'est on-chain, bah, il y a une liste d'adresses Ethereum, même si moi, je sais pas qui c'est derrière. Et tous ces gens-là, ils auront la possibilité, je vais leur dropper, en gros, une version digitale et animée de ce collage que j'ai fait dans la rue, quoi, en gros. Et Ok, dernier détail, ce qui est intéressant quand on parle de technologie, c'est que ce qu'on a fait avec POAP, c'est qu'on a mis un type de puce NFC qui s'appelle un NFC DNA, qui est fait par une boîte américaine et qui en fait crée un nouveau lien à chaque fois que quelqu'un enfin pose son téléphone sur l'œuvre. Donc ça veut dire que toi, tu peux pas aller voir l'œuvre, prendre le lien que va te générer le tag NFC et le partager à tous tes amis, quoi. Tu es obligé en gros d'être devant l'œuvre pour pouvoir collecter le POAP. et puis c'est impressionnant comme c'est simple, hein, vraiment, en regardant la vidéo que Ah ouais. tu as faite, elle fait à peine
plus de 10 secondes et bah, la pop-up, elle arrive en une seconde et c'est vrai que c'est assez bluffant en fait la rapidité. C'est même plus rapide que le sans contact. Ah ouais, non, c'est super fluide en fait. Et c'est ça qui fait la force de POAP et c'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui. Et ils bossent d'ailleurs avec beaucoup de marques qui sont pas forcément en Web3, quoi. Et c'est pour ça qu'ils parlent plus de souvenirs digital aujourd'hui que NFT, NFT, pardon, pour que les gens Hmm. comprennent un peu de ce que c'est, quoi. Et aujourd'hui, là, je regardais hier, je crois qu'il y a plus de 40 personnes qui ont collecté le souvenir digital de l'œuvre street art. Donc c'est plutôt, bah, c'est plus que ce que j'espérais, quoi. Donc c'est plutôt content. Et du coup, pour rebondir sur la réception de l'œuvre, donc soit on a la possibilité de copier-coller une adresse Ethereum, soit de recevoir l'œuvre par mail. Et du Ouais. coup, si tu la reçois par mail, faut quoi que tu te crées un compte POAP avec ton mail ou comment ça se Non, passe? en Ça fait, donne quoi? le par mail, c'est un système de réservation. C'est-à-dire que tu mets ton Ok, mail et après, t'as à vie, mais vraiment à vie, je crois, tu peux à n'importe quel moment claimer, enfin, minter le souvenir digital, quoi, le POAP. Donc en sur une fait, adresse Ethereum du coup. ouais, oui, Ok, exactement. Donc tu es quand même obligé d'avoir un wallet Ether, quoi. Ouais, ouais. ok. Et du coup, cette œuvre que tu as réalisée à trois adresses différentes, si j'ai bien compris, dans Paris, Exactement, ouais. sa durée de vie dépend Dépend de de la la ville ou mairie. d'un autre street artiste qui vient t'écraser ton œuvre. Ouais, exactement. En Ok, fait, ça dépend soit des agents municipaux qui passent un coup de Karcher de temps en temps. Ça dépend aussi des gens un peu bourrés qui le soir s'amusent à arracher les trucs qui dépassent. Après, entre street artistes, en général, il y a quand même une règle un peu tacite qui est tu vas pas recouvrir les trucs de quelqu'un d'autre. ouais, Euh, il y a une dimension de territoire assez forte. En général, tu vas pas t'amuser à poser une œuvre ou quoi sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais ouais, et l'enjeu que j'ai eu surtout avec ces trois œuvres, alors aujourd'hui il en reste plus qu'une qui est active, c'est qu'en fait, et ça c'était un peu nouveau pour moi, en fait la durée de vie d'une œuvre en street art dépend aussi de sa position en hauteur sur un mur. Donc plus ton œuvre elle est basse, plus il y a de chances qu'elle se fasse retirer. Et là, il y avait le besoin en fait que les gens puissent poser leur téléphone sur l'œuvre, ce qui a fait que j'ai été obligé de la mettre vraiment basse, ouais, donc très facilement détachable, quoi. Hum, ok. En général, tu vois, les œuvres, je crois qu'au-delà de 3 mètres de haut, en fait, quand c'est sur un immeuble, c'est plus la mairie qui doit s'occuper de virer les œuvres, c'est la copro d'un immeuble. Et donc souvent, ils ont la flemme de payer pour des nettoyages et quoi, donc ils le font pas. Donc c'est pour ça que tu as pas mal de mecs qui collent à plus de 3 mètres, parce qu'en fait, ils savent que leur truc va durer très longtemps. Et si c'est en dessous de 3 mètres, c'est les agents municipaux et la ville qui, quand on nettoie les rues, passe un coup, quoi. Donc Ok, voilà. Donc ouais, la hauteur d'une œuvre sur un mur est assez importante. Et là ouais, ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était très bas, je pense, quoi. Mais après, honnêtement, moi, quand je fais des trucs dans la rue, du collage notamment, franchement, je m'attends parfois à ce que ça soit parti dans la journée, quoi. Alors, hmm, j'ai des trucs qui parfois restent un an, plus d'un an. J'ai des trucs dans mon quartier où ça fait plus d'un an que c'est là, tu vois. Et puis, tu as des trucs comme là qui sont partis en une semaine et quelques, mais où il y a eu quand même assez de temps pour que les gens le mint, le souvenir digital. Et ce que j'ai fait aussi, quand même, je suis pas non plus fou, c'est que je l'ai mis en fait à côté des nouveaux bureaux de Ledger et à côté des bureaux de Sandbox aussi, parce que je savais qu'il y avait dans ces locaux des gens, il y allait y avoir des flux en fait, des flux de personnes dans ces rues qui ont en fait une connaissance de ce que c'est un NFC, ce que c'est un POAP et qui peuvent être attirés par un logo Bitcoin sur un mur parce que c'est pas non plus monnaie courante, quoi. Donc la localisation quand tu fais du street art c'est super important et donc là c'était aussi une des raisons du succès de cette opération, c'est le fait de l'avoir mis proche de bureaux de gens qui bossent dans la crypto et les NFT, quoi. ouais, super intéressant. Ouais, du coup, tu touches des personnes un petit peu plus qualifiées en étant stratégique. Exactement. Même si tu as des mecs aussi qui ont fait, franchement, qui ont fait des kilomètres et des marches dans Paris pour aller minter le POAP. Donc ça, c'est assez encourageant, ça fait plaisir. Et puis tu pourrais même penser à peut-être faire des œuvres aussi lorsqu'il y a des événements crypto comme
NFT Paris où il y avait le THCC, je crois que c'était 2022 où c'était à Paris. Ouais, Ou peut-être à des personnes plus non, qualifiées, mais après peut-être l'envie que tu as, c'est de démocratiser peut-être l'accès à la techno ou au Bitcoin ou à l'art digital. Donc peut-être que ta cible première, c'est peut-être pas forcément non plus les personnes qui sont déjà dedans, mais peut-être juste le grand public, ou pas du tout. non, bah, j'aime bien faire des trucs qui s'adressent aux deux en fait. Et Mm. c'est pour ça d'ailleurs, je te disais, je vends des œuvres en galerie qui n'ont rien à voir avec la crypto et la blockchain et qui sont plutôt abstraites, tu vois. Et c'est pareil, je fais des collages aussi qui n'ont rien à voir avec la crypto et la blockchain. Donc j'aime bien faire un peu des deux. Euh, et c'est aussi, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant parce que si tu vois, le marché des NFT va pas trop mal, etc., bah, au moins tu as un peu une autre jambe sur laquelle tu peux t'appuyer qui va être quelque chose de plus traditionnel ou toucher un public de street art qui n'en a rien à faire des NFT et de la blockchain, quoi. Mais c'est marrant ce que tu parlais des events. J'avais fait un truc au moment de NFT Paris. Euh, Pas la dernière édition, celle d'il y a 2 ans, donc qui devait peut-être être la première d'ailleurs. Ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais bossé en fait avec un artiste qui s'appelle Popeye, euh, et on avait bossé sur une œuvre d'art génératif, qui est en fait un art génératif qui faisait un collage numérique, une espèce de patchwork de plein de concepts crypto mélangés à la ville de Paris. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais collé juste à côté d'NFT Paris, juste à côté donc du Grand Palais éphémère, des fausses plaques de rue enfin liées à la crypto et à la blockchain. Donc j'avais mis un truc qui s'appelait Allée des CryptoPunks et ça faisait un trompe-l'œil un petit peu. Et il n'y avait pas de POAP à collectionner, il n'y avait pas de NFC, mais les gens, c'était marrant, allaient voir en sortant de la conf et ils prenaient des photos. Et en plus, les gens qui prenaient des photos, qui les partageaient sur les réseaux sociaux, on leur a droppé de manière gratuite ce NFT qu'on a fait derrière, qui était lié à cette œuvre physique. Donc ça, c'est des trucs que j'avais déjà fait. Et effectivement, tu as raison, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu sais que tu vas toucher un public qui connaît déjà un petit peu ce que tu fais et cet univers, quoi. Et ça, le truc des plaques de rue, c'est d'ailleurs un des premiers trucs qui a bien marché dans ce que j'ai fait. C'est qu'une fois, je sais plus comment l'idée m'était venue, mais je me baladais et je me disais, mais aujourd'hui, tu as des noms, tu vois, sur les plaques de rue de mecs qu'on connaît pas, enfin, on s'en souvient plus. Et je me disais, mais dans 30 ans, dans 30 ans, ça va ressembler à quoi, tu vois, les noms des personnes illustres qu'il y aura sur des plaques de rue. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fausse plaque de rue que j'ai appelée rue Satoshi Nakamoto en mettant en dessous, tu vois, fondateur, avec entre parenthèses S, tu vois, parce qu'on sait pas trop qui c'est de la blockchain, même si je sais que les Bitcoin Maxi disent, ah, c'est pas le fondateur, machin, la blockchain, ça vient d'un processus incrémental bien plus longtemps, etc. Bon, bref, et j'avais fait une fausse plaque de rue, rue Satoshi Nakamoto, que j'avais mis dans Montmartre. Pareil en Ok, hauteur, tu mortel. vois, un croisement de rue en hauteur. Donc, tu avais et vraiment effet trompe-l'œil, quoi. J'avais vraiment fait exprès d'un peu comme si c'était sali, tu vois, pas que ça fasse un truc trop clean. Et je l'avais mis dans la rue et ça avait vraiment bien marché, quoi. Sur Twitter notamment, il y a beaucoup de gens qui l'avaient repartagé parce que ça les faisait marrer, quoi. Et voilà. Et du coup, c'était à partir de cette idée-là de base que j'avais repris un peu cette idée pour NFT Paris en mettant un truc qui s'appelait la place du rug pool, l'allée des CryptoPunks, etc., quoi. En jouant sur les termes et les acronymes un petit peu du monde des NFT. Ok, super intéressant. Et dans tes œuvres physiques, du coup, que tu exposes en galerie, comme tu l'as évoqué, il y a toujours un lien avec la blockchain, les NFT ou la crypto, ou tu fais aussi d'autres choses Parce que dès Non, qu'on arrive sur ton site, on voit qu'il y a des clins d'œil à Ledger, ce que tu évoquais tout à l'heure. Il y a aussi Pepe the Frog. ouais, ouais. Non, bah du coup, un petit peu, donc comme je te disais, je fais un petit peu des deux, des trucs qui sont pas du tout liés à la crypto et à la blockchain. Euh, je suis présent dans une galerie à Montmartre où c'est un truc assez abstrait avec des capsules de café, tu vois, que je m'amuse à coller. Donc c'est du collage plus d'art plastique, on pourrait dire. Mais ces versions-là, tu vois, que j'ai fait, qui sont très abstraites, où c'est juste des jets de peinture, bah, j'ai fait un petit peu la même chose, mais pour l'univers crypto-blockchain. Donc j'ai fait ça avec un logo Bitcoin, par exemple. J'ai repris un logo Bitcoin que j'ai refait en capsule de café, parce que bon, le café, c'est un petit peu quand même la base du coding, on va dire, hein. Tu as des litres de café qui sont absorbés par les développeurs
pour coder. Donc je me suis dit que le parallèle était intéressant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un logo Bitcoin, c'est assez grand, hein, c'est du 1 mètre sur 1 mètre, avec des capsules de café. Donc j'ai pris exprès du L'Or Expresso parce que ça a une couleur dorée. Et puis j'ai pris aussi un white paper Bitcoin que j'ai déchiré. Et c'est pareil, là, dans cette œuvre, j'ai mis des tags NFC qui te renvoient quand tu scannes, tu passes ton téléphone sur l'œuvre, ça t'envoie vers le Bitcoin white paper. Et donc ça, c'est un truc qui a été exposé à la Artverse Gallery, qui est justement une galerie assez intéressante pour les artistes comme moi, parce que c'est une galerie qui expose des trucs à la fois digitaux et in real life. Mais dans les trucs in real life, c'est pas mal de trucs liés à l'univers crypto blockchain. Donc c'était parfait pour moi pour ce tableau, qui a d'ailleurs été vendu cette semaine. Donc très cool. Ok, super. Voilà. Et voilà. Ouais, donc non, je fais des trucs physiques, pas forcément liés à l'univers crypto blockchain, pour aussi avoir des choses à montrer à un public, tu vois, qui est pas crypto blockchain, quoi. Parce que mon but, c'est quand même de faire un truc qui parle qui parle à tout le monde, quoi. Et comment ça se passe en tant qu'artiste pour exposer? Donc, j'imagine que ça peut être un peu, ça peut aller, pardon, un petit peu dans les deux sens. Soit tu peux aller démarcher des galeries ou des galeries peuvent, toi, te contacter pour exposer certaines œuvres. Exactement. Ensuite, comment se fait le choix des œuvres? Et, euh, et si tu as une vente alors que tu avais prévu, je sais pas, exposer l'œuvre dans une nouvelle exposition, est-ce que du coup, tu dois quand même exposer et l'acheteur la récupère après? Comment ça se passe un petit peu? Alors déjà pour le choix des galeries, alors oui effectivement parfois, parfois je suis allé voir des galeries, je leur dis ben voilà, moi je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Et ils me disent bah oui. Et du coup, bah, ils prennent l'œuvre et puis ils prennent. Alors, ils regardent un peu le concept en fait de base. Et si ça leur plaît, tu vois, après, je peux leur apporter des œuvres similaires du même concept si ça marche, tu vois, et ils continuent d'en vendre. Mais il va jamais te dire, enfin, il va jamais vraiment juger ton œuvre et te dire, bah, ça, non, ça, non. En fait, c'est s'il aime bien le concept de base et l'idée de base. Et le premier truc que tu lui montres, après, si tu en fais d'autres qui sont assez similaires dans cette même idée, il va pas être super picky et regardant, quoi. Et Tu après choisis aussi, plutôt l'artiste que l'œuvre, qu'une œuvre en particulier. non, pas forcément, parce que tu vois, Ouais. quand je suis allé voir les galeries, c'était des gens qui me connaissaient pas. Je suis quand même un petit artiste, quoi. Je suis pas une grosse côte ou quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est il a vraiment vu ce que j'avais fait, il avait bien aimé, mais il est pas allé, tu vois, je sais pas, tout de suite aller voir mon site ou Instagram, voir quelle était mon audience, mon aura, machin truc, pas du tout. C'était vraiment juste sur l'œuvre. Ou pour Euh, m'exprimer autrement, il choisit peut-être, pas l'artiste par rapport à ta renommée, mais il choisit peut-être plutôt ton travail ouais, qu'une c'est œuvre ça. en particulier. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais, Ok. c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Tu as bien résumé ce que j'essaie de dire depuis 5 minutes. Et, euh, et non, et après aussi, tu as des galeries qui t'appellent. Alors, par exemple, là, je parlais de Artverse Galerie, qui est la galerie en fait qui a été créée par Sébastien Borget qui dirige Sandbox. Euh, et ça, donc, c'est une galerie qui est à la frontière du in real life et digital. Et une fois, bah, pour leur ouverture, ils ont fait une exposition, l'opening exhibition. C'était quelque chose lié aux Jeux Olympiques parce que c'était au moment, bah, ils ont ouvert en juin ou juillet là, de cette année, donc c'était au moment des Jeux Olympiques. Et là, bah, typiquement, tu vois, ils ont voulu faire un truc avec que des artistes français qui faisaient de l'art digital. Et du coup, bah, ils m'ont envoyé un message en me disant, bah, écoute, on fait ça avec d'autres artistes. Est-ce que tu serais d'accord de venir participer et de faire une œuvre, de créer une œuvre pour cette exhibition? Et du coup, bah, tu vois, donc là, dans ce cas-là, bah, c'est eux qui sont venus m'envoyer un message et j'ai dit oui, bien sûr. Et, et voilà. Mais c'est d'ailleurs l'œuvre dont tu parlais, la Pepe the Frog. En fait, là, c'est pareil, le questionnement que j'avais, c'était s'il y avait des Jeux Olympiques de la crypto, qu'est-ce que ça serait un petit peu les épreuves? Et puis je me disais, ah, le lancer de shitcoin, tu vois, je me dis, on lance des disques, un disque, ça ressemble un peu à un coin. Je me dis, pourquoi pas le lancer de shitcoin? Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce Pepe the Frog, qui est en fait une inspiration d'une sculpture grecque, qui est en train de lancer un shitcoin. Et c'est ce que j'ai présenté à la galerie. Et comme je te disais, j'aime bien faire à la fois des trucs digital et dans la vie réelle, j'en ai fait un collage que je suis allé mettre dans mon martre et qui est toujours visible. Je passe devant de temps en temps, c'est assez rigolo. Euh, J'imagine, ouais. C'est un peu la ouais, surprise à chaque fois que tu passes à des endroits où tu as mis des œuvres. Est-ce qu'elle va y être ou non? ouais, alors je suis pas du tout à me dire ah, est-ce qu'elle va y être ou pas. C'est plutôt je passe devant comme ça. Je sais que normalement elle est là, mais si elle y est pas, tu vois, ça me fait pas grand-chose quoi. Mais c'est vrai que c'est assez agréable de se balader dans un quartier et puis de voir des trucs que tu as mis quoi. C'est sympa, j'aime bien.
Et une des questions qui me vient après que tu nous dises tout ce que tu fais, c'est un petit peu comment tu t'organises. Parce que Oh là là. bah, tu as des œuvres physiques, tu as des œuvres digitales. J'imagine qu'il faut peut-être apprendre à enfin, certains aspects technologiques pour les vendre, la mise en place du POAP, euh, faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux aussi pour que tu puisses te faire connaître. Ouais. Bah, alors ça, C'est- c'est un petit peu le malaise de l'artiste de notre siècle, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes presque plus de temps, limite, à dépenser de l'énergie à faire pour de la com que pour tes œuvres, quoi. Il y a d'ailleurs un artiste de street art qui s'appelle Falco, que j'aime beaucoup, qui fait du pochoir, avec un vrai style, qui a fait une œuvre comme ça de street art où en fait, c'est genre, ça représente un artiste en fait qui est devant une espèce tu sais, de cercle de lumière d'influenceur, je crois, ou devant sa caméra, et en mode c'est voilà à quoi les artistes passent le plus clair de leur temps aujourd'hui, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est très chronophage et bah, évidemment je fais ça moi, hein. Donc, et en plus, j'aime bien souvent assez documenter ce que je fais. C'est-à-dire, si les gens vont sur mon Instagram, et c'est d'ailleurs la meilleure manière de voir le travail d'un artiste par rapport à Twitter, etc., je pense que c'est plutôt Insta, parce que c'est vraiment visuel comme réseau social. Mais donc, tu as vraiment un bel overview de ce que j'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie souvent de documenter, de faire des petits films making-of ou backstage, etc. Et c'est des trucs qui me prennent du temps, quoi. Parce que j'aime bien que les gens comprennent un peu l'envers du décor. Mais donc, du Mm. coup, ouais, la com, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que moi, l'organisation est compliquée parce que j'ai un travail à côté. Donc j'ai un peu de vie, quoi. La journée, je travaille et puis le soir et les week-ends, je travaille sur mes œuvres digitales, quoi, et mes œuvres de street art. Et puis quand il y a des réveils à 5 heures du matin, ça pique aussi pas mal. Euh, mais voilà, donc c'est ouais, c'est s'organiser, c'est compliqué. Essayer de faire un peu de sport et d'avoir une vie sociale à côté, c'est sûr que il faut jongler, quoi. Mais bon, comme beaucoup de monde, en vrai, aujourd'hui, t'as vraiment plein de gens qui bossent sur plein de projets en même temps, surtout dans tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Les gens, ils ont 60 projets en même temps, donc c'est compliqué. Mais sur ce que tu disais par rapport à la technologie, là, non, par contre, bon, à part, tu vois, à part s'intéresser, bah, évidemment, à tout ce qui va être IA, etc. Tu parlais, tu vois, de POAP, la technologie NFC, ça, non, t'as pas vraiment, j'ai pas eu besoin forcément de m'intéresser de près à comment ça fonctionnait vraiment à fond dans la technique, quoi. Non. Ouais, même minter des NFT, c'est assez facile. Ouais, minter des NFT, c'est assez facile. Et puis, comme je te Mm. disais, comme je suis passé par Ledger, en fait, euh, tu vois, j'étais obligé, moi, j'avais un travail quand même où j'étais obligé un petit peu de comprendre la technique, quand même si j'allais pas beaucoup dans. Je suis pas dev, hein, j'allais pas dans le fond des choses, mais j'étais obligé de bien comprendre le produit. Donc j'ai quand même les bases de tout ça, quoi. D'aller voir, lire un smart contract, de comprendre comment on le déploie, etc. Tu vois. Donc, ça, j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus. Et puis, de toute façon, c'est toujours quoi en apprenant enfin, en faisant que tu apprends. Donc au début, bah, tu tâtonnes un peu, hein, comme nous tous quand on a commencé avec la crypto, setup un wallet, machin, et puis après ça devient naturel. Tout à fait. Et pour revenir sur ce que tu disais un petit peu dans l'introduction, et notamment ta présentation sur le choix de blockchain, on a rapidement évoqué Mm. Ethereum pour parler d'une de tes dernières œuvres. Mm. Du coup, est-ce que tu es resté que sur Ether? Est-ce que tu as tenté d'autres blockchains? Alors, principalement sur Ether quand même, parce que c'est quand même encore hein, la plateforme reine. Et d'ailleurs, quand tu regardes le marché de l'art digital et des NFT aujourd'hui, donc en termes de volume par rapport au pic je crois que c'était en 2022, de mars 2022, si je dis pas de bêtises, tu es à 94% de volume en moins, tu vois. Donc tout s'est écroulé, mais tu vois que là où il continue à y avoir des achats et des collectionneurs, c'est notamment sur Ether. Donc Ether reste quand même un petit peu Ethereum, la plateforme reine, je dirais. Après, j'ai fait des choses plus expérimentales sur Tezos. Toi qui était Euh, beaucoup utilisé par les artistes, je crois, hein. Ouais, en fait, Mm. Tezos, au bout d'un moment, c'est vraiment devenu enfin, la blockchain un peu arty, quoi. Mais des trucs assez expérimentaux. Quand je te disais, parfois j'allais voir des collègues, je leur demandais au début, mais voilà, j'ai ça, j'aimerais bien en faire un NFT, où est-ce que je peux le minter, qu'est-ce que t'en penses? Parfois, ça arrivait, tu vois, qu'ils me disent, bah écoute, si c'est un truc un peu plus expérimental, ou un truc où vraiment tu veux faire plein, une open edition, etc., bah peut-être tu peux plutôt aller sur Tezos, quoi. Donc j'ai fait des trucs sur Tezos, ouais, majoritairement sur Tezos et sur Ethereum. Même si ce que je fais aujourd'hui, c'est plus sur Ether que sur Tezos. Mais ouais. Et c'est pareil, j'ai collectionné à la fois sur Ethereum et sur Tezos, quoi. Parce que c'est vrai que les gros artistes, Beeple, Xcopy,
pour les citer, ils sont beaucoup sur Ether, mais ils essaient quand même ils essayent des choses sur d'autres blockchains. Je crois qu'il y avait des Mhm. open editions de Xcopy, en même temps un peu que Jack Butcher sur Base, quand ça avait été lancé là, Mhm. il y a quelques mois, Ouais, et il a très fait juste. Mm. quelque chose sur Shape aussi la semaine dernière, il me semble. Ouais, ouais. Mais Solana est-ce aussi, à un que... moment. À un moment, Solana, mais c'est un peu des Hmm. espèces de petits cycles, de petites périodes où d'un coup, souvent, bah, tout le monde se dit, ah, c'est le moment de faire des trucs sur Solana, et puis ça fait sur Solana, et puis après, là, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est mon impression, tu vois, que ça passe un petit peu, après, hop, ça va être sur Shape, après, hop, ça va être sur notre blockchain, quoi, tu vois. Ouais, il surfe un petit peu sur la vague, faire un ou deux trucs, et puis Exactement, parce qu'à ce le moment-là, en principe. fait, les collectionneurs, ils se disent, ah bah en ce moment, c'est un peu sur Base, et du coup, ils collectionnent sur Base. À ce moment-là, c'est un petit peu sur Solana, les NFT, donc ils collectionnent sur Solana, quoi. Ça permet en fait Hmm. d'aller toucher plus rapidement des gens qui potentiellement vont collectionner, quoi. Désolé, je t'ai coupé. Non, non. Non, c'était tout. Ok, Et, et toi, est-ce que tu collectionnes des œuvres du coup d'autres artistes? ouais. Exact. Alors, je me suis un petit peu calmé en ce moment parce que, comme le marché est un peu plus down, bah, je passe un peu moins de temps de manière générale, tu vois, dans les Discord ou à regarder tout ce qui se fait, être super attentif. Mais ouais, je suis en train d'essayer de collectionner en ce moment des œuvres d'un street artiste qui fait aussi des NFT qui s'appelle Tristan Eaton, que j'aime bien. Donc ouais, je collectionne. Et puis j'aime bien collectionner ouais, des trucs qui me plaisent, forcément, tu vois. Donc des trucs comme, je sais pas, ce qu'a fait Shepard Ferré aussi, le mec qui fait OB. T'as pas Mhm. mal en fait de street artistes qui ont aussi fait des NFT, tu vois. Donc ouais, j'aime bien collectionner. Et c'est un vrai plaisir d'avoir une œuvre que t'aimes bien dans ta collection. J'achète aussi de l'art physique, tu vois, pour des tableaux pour chez moi. Et franchement, le plaisir est identique. J'ai même imprimé des NFT, des NFT que j'ai dans enfin, que j'ai dans ma collection NFT, tu vois, pas que j'ai fait moi, mais que j'ai collectionné, les imprimer et les mettre en tableau chez moi, quoi, dans mon salon. Voilà, le seul inconvénient du physique, c'est que ça prend un peu plus de place Ah que le bah ça c'est digital, quoi. sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais bon. J'avais reçu Artemore et Titou aussi, Ah qui oui. bossent à la NFC Paris, qui lui aussi, pareil, ils entassaient des œuvres et qui avait plus de place, quoi. Bah, c'est surtout que Titou, c'est un gros collectionneur d'art physique. Donc chez Mm. lui, pour avoir déjà fait quelques calls avec lui en visio où je voyais son background, ouais, c'est un peu la caverne d'Alibaba, ouais. Ouais, j'ai vu ça aussi. Je crois qu'il entasse un petit peu chez ses parents. Ah, Il y en a possible, un ça petit je peu sais pas, partout. mais ouais, possible. Ok, top. Et on a beaucoup évoqué le fait que tu faisais des œuvres, bah, notamment sur Paris et peut-être même plus précisément le quartier Montmartre que tu as évoqué à plusieurs reprises. Et est-ce que tu as déjà fait des œuvres à l'étranger? Est-ce que c'est une envie ou pas du tout? Ça n'a pas Alors forcément d'intérêt. bah, en fait, je fais un peu en fonction de là où je vais à titre perso, quoi. Alors j'ai déjà fait des choses à Bruxelles, donc en Belgique. Alors tu vas me dire, c'est pas non plus complètement exotique comme destination quand tu es français, Mais c'est euh, l'étranger quand même. mais c'est l'étranger quand même. Il y a une frontière que tu passes. Donc ouais, j'ai déjà fait des trucs à Bruxelles, donc en Belgique. À part ça, je crois pas. Je réfléchis, mais je crois pas. Ah si, j'ai fait des trucs. Enfin, j'ai exposé en République tchèque. Alors j'ai pas fait quelque chose moi, tu vois. J'y suis pas allé. Mais il y a eu une exposition street art et NFT. Tu vois, c'était vraiment le thème de l'expo. C'était à Prague. Et là, c'est pareil. Le mec qui organisait l'expo m'a demandé s'il pouvait exposer. Donc, bah, c'était sur un écran, hein, mais une de mes œuvres. Et du coup, j'ai dit bah, bien sûr. Donc, j'étais exposé à Prague, mais j'y suis pas. J'ai pas fait une œuvre là-bas, quoi. Ok, Voilà. ok, ça Et marche. pourquoi pas à terme, tu vois, bah, à Lisbonne, NFC Lisbonne cette année. Donc j'y suis déjà allé aux deux dernières éditions. Je pense peut-être y aller bah là, à l'édition de 2025. Pourquoi pas, tu vois, préparer un truc à faire là-bas au moment où j'y suis, quoi. Surtout qu'à Lisbonne, tu as pas mal de coins assez street art, assez sympa, donc pourquoi pas. C'était en mai, je crois, 2024 cette année. Ça doit être un peu pareil l'année prochaine. Je crois que les dates ont été annoncées en plus. Ouais, ça a été annoncé. Ouais, je crois que ouais, c'est toujours dans ces eaux-là. Ouais. T'y seras, toi? Ouais, c'est 4, 5, 6 juin. Bah, j'aimerais bien parce que j'avais mes places pour cette année, mais j'ai pas pu y aller au dernier moment. Ok. Donc il faut.
pour mettre le couvert, pour vraiment y aller. Yes. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de ton parcours, de ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui te semble important, que ce soit en termes d'actualité, sur ce que tu fais, ou sur ce sur quoi tu comptes travailler dans les semaines ou mois à venir? Non, bah là, j'étais hier avec les gars de POAP. Je pense que l'idée, vu que ça a bien marché, ce qu'on a fait là, le street art où tu taguais et tu recevais un souvenir digital, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, quoi. Ok. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, tu vois, de voir comment la technologie et le street art peuvent un petit peu se marier. Euh, Explorer des trucs d'art génératif et de street art. Euh, ouais, voilà, c'est un petit peu mes aspirations à venir. Et puis après, j'ai des tonnes d'idées, hein, mais le problème, c'est l'exécution, quoi. C'est-à-dire que Hmm. entre les idées que t'as mais ça, c'est vrai pour tout, hein, que tu sois artiste ou que tu sois, je sais pas, quelqu'un avec une âme d'entrepreneur, entre toutes les idées que t'as et l'exécution, ah, ce qui compte, c'est quand même l'exécution, quoi. Ceux qui s'en sortent à la fin, c'est les mecs qui arrivent à exécuter, quoi. Donc là, j'ai plein d'idées déjà, mais bon. Grosse to do, mais il faut que j'arrive à exécuter quoi. Et vu que je taffe à côté, j'ai pas non plus énormément de temps. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis là sur le long terme, donc je vais pas m'arrêter dans un an de créer des trucs quoi. Et quand tu finis de créer une œuvre, est-ce que tu as envie je sais pas, de continuer un peu sur la même tendance parce que ça a bien marché, donc tu vas un peu reproduire la chose, ou à l'inverse, tu préfères totalement passer du tout au tout pour partir sur quelque chose de nouveau? Et ben, ça, c'est un petit peu mon problème, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien faire un peu toucher à tout, explorer des nouveaux trucs. Et ce qui veut dire des nouveaux concepts, des nouveaux visuels, etc. Ce qui fait que je peux, tu vois, un peu m'éparpiller, on va dire. Pas en termes d'organisation, mais plus en termes de DA, quoi, de direction artistique, je dirais. Versus des artistes qui vont être très reconnaissables parce que tout ce qu'ils font, ça se ressemble énormément et ils font ça depuis des années, tu vois. Alors que moi, c'est un peu plus éclectique, quoi. Donc c'est à la fois, ça répond à moi, mon besoin, parce que je me lasse assez vite et j'aime bien explorer des nouveaux trucs, tester des nouveaux trucs. Mais en même temps, ça me dessert, et je le sais que ça me dessert aussi un petit peu, parce que ça fait de moi un artiste qui est moins identifiable. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux versants de la pièce. Hmm. Et si c'est une question que je vais te poser que j'ai oublié tout à l'heure, quand on a parlé d'Instagram et Twitter, bah, c'est vrai qu'Instagram se prête plus au travail artistique, parce que c'est plus visuel. Ouais, Mais carrément. malheureusement, t'as pas vraiment le choix d'être sur Twitter ou la crypto, c'est un peu là-bas que ça se passe, non? Bah oui, oui. Et puis d'ailleurs, Ouais. j'ai plus de traction sur Twitter que sur Insta, quoi. Mm. Mais ouais, bah c'est pour ça. Et puis c'est quand je te disais que la communication ça prend du temps, c'est qu'aussi en fait je vais pas poster les mêmes choses sur Insta versus sur Twitter. Je sais que sur Twitter je peux avoir quand je parle, tu vois, bah, typiquement d'un truc que je fais avec POAP où tu collectes un NFT, un discours qui est beaucoup plus bah, précis sur tu collectes un NFT machin. Sur Instagram, c'est plus parler à quelqu'un qui connaît rien, voire faire gaffe à pas trop parler de NFT parce que dans le milieu du street art, les NFT sont parfois mal perçus, qu'on se le dise clairement, parce que tu as eu des histoires où, au moment où tu as des plateformes un peu qui ont pop-up dans tous les sens, où il y a des gens qui disaient bah, aux artistes street art, ouais, tu peux en faire un NFT et le vendre. Il y a pas mal de problèmes de plagiat, c'est-à-dire que t'as des artistes de street art qui voyaient en fait des photos de leur œuvre de street art qui étaient vendues via NFT, tu vois. Donc c'est assez mal perçu les NFT dans, de manière assez générale, parce que tu as quand même des artistes street art qui font des NFT, tu vois, et des plus grands, genre Banksy, Shepard Fairey, etc. Mais de manière générale, ça peut être assez mal perçu. Et j'ai déjà vu, tu vois, des artistes street art dans leur bio, même dans leur bio, tu vois, Insta, ils mettent genre no NFT avec un emoji sens interdit, tu vois, genre D'accord. c'est ouais ouais. Donc faut faire gaffe à ce que tu postes mais c'est comme pour n'importe quelle marque qui va poster des trucs sur des réseaux sociaux, c'est évidemment un discours qui est différent sur Twitter, sur Instagram, sur Farcaster, etc. sur Lens, enfin voilà quoi. Faut s'adapter et ça prend d'autant plus de temps du coup. Ok, intéressant. Et ben du coup, on va gentiment se diriger vers la conclusion
de cet épisode, déjà bien riche en informations. Alors, tu m'as dit, je crois, en off que tu avais déjà écouté un ou plusieurs épisodes, donc tu vas pas être surpris. Tu dois peut-être les connaître ou t'en souvenir. Peut-être que tu peux le Mais, faire dans un ordre différent. peut-être, je sais pas. Après, je vais bafouiller, je vais me perdre. Et du coup, la première de ces trois questions, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu Mhm. t'offrirais? Si j'avais un budget limité en art digital, je pense que je me prendrais un autoglyphe. Ouais. Les autoglyphes, c'est une collection d'art génératif de Larva Labs. Donc, c'est ceux qui sont derrière les CryptoPunks, hein. Et pourquoi? Parce que c'est une collection qui fait partie de l'histoire de l'art, en fait, au même titre que les CryptoPunks. Et Mm. j'ai pas dit CryptoPunk parce que je suis sûr que tout le monde dit CryptoPunk, mais moi, ce que j'aime bien dans les CryptoPunks ou dans les autoglyphes, c'est qu'en fait, ça fait vraiment partie de l'histoire de l'art aujourd'hui, quoi. C'est plus une simple collection de NFT ou pour CryptoPunk des PFP, quoi. Et après, sinon, si c'était une œuvre physique, euh, je pense que je me prendrais bien une œuvre unique de Shepard Fairey, qui est le mec qui a fait OB. Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais maintenant c'est carrément une marque de fringues. Ouais. C'est ouais, voilà, oui, ouais, Ok. je pense que j'achèterais ça. Top. Qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en francophone pour un Euh, nouvel épisode? ouais, alors pour rester dans déjà un artiste pour qu'il y ait plus d'artistes sur ta chaîne et pour rester dans cette lignée street art fois NFT. Je me disais Pascal Boyard, ça pourrait être intéressant parce que sa parole est assez rare et voilà, il fait du street art couplé à la blockchain, au NFT. Et puis même moi, ça m'intéresserait d'écouter ce podcast parce que j'ai déjà échangé plusieurs fois avec lui, mais c'était assez succinct sur Telegram, sans prendre le temps d'aller au fond de sa démarche artistique, etc., son parcours. Donc ça pourrait être intéressant. Et Ok. sinon, t'as John Hammond aussi, euh, qui est un street artiste qui touche au NFT. J'étais avec lui hier soir d'ailleurs et qui est très cool, et qui placarde partout dans Paris sa tête quand il avait 19 ans, avec marqué John Hammond. Je sais pas si tu en as vu. Et qui Bah si, fait. je lui avais même envoyé un message, mais on attendait une actualité pour qu'il passe. Faudrait que Ok, je le relance d'ailleurs. ok, ouais, faut que tu le relances. Il est très Mais je vois cool très bien. et ça fait quelques années qu'il fait des NFT. Il avait notamment fait une exhibition à la NFT Factory quand ça existait encore et tout. Donc, ouais, John Hammond, Pascal Boyard, ça serait pas mal. Top. Et ben écoute, c'est ajouté à la liste. Et du coup, la dernière question de ce trio de fin, c'est quel conseil tu partagerais à nos auditeurs ou peut-être à des jeunes artistes? Là, je pense que je vais répéter ce que je disais tout à l'heure sur l'exécution, parce que pour moi, c'est quand même le plus important. En fait, l'exécution, c'est clé, c'est-à-dire que en tant qu'artiste, j'ai des dizaines d'idées de création, mais finalement, ce qui va faire à la fin que ça marche ou que les gens puissent apprécier ton travail, ça va être l'exécution, quoi. Donc, c'est réussir à exécuter ses idées et ses plans et s'en donner les moyens, quoi. Un peu bateau, mais finalement, c'est assez important. Voilà. Ok, top. Super. Et bien écoute, Baptiste, merci beaucoup pour cet épisode. J'ai été ravi d'enregistrer avec toi. J'ai découvert plein de choses. Dommage, je suis pas à Paris, donc je peux pas les collecter, mon petit POAP, mais Ouais. ce n'est que partie remise. Il en reste plus qu'un là en plus, ça va bientôt partir, c'est éphémère. Et du coup, on mettra tous tes liens en description, que ce soit les réseaux sociaux ou même ton site internet pour ceux qui voudraient creuser un petit peu ce que tu fais. Trop cool. Merci beaucoup. C'était trop chouette de parler avec toi. Top. Merci de nous avoir écoutés et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.